Ah, le monde des cryptos, c'est un peu le Far West, non? Un vrai chaos de jargon, un univers où tout semble possible, le meilleur comme le pire. Mais et si on pouvait y mettre un peu d'ordre? Et si une sagesse vieille de presque 100 ans pouvait nous servir de boussole dans cette nouvelle frontière? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour commencer, il faut attaquer le problème à la racine. Et la racine du problème, c'est le mot lui-même. Comme le disent Chris Bernanke et Jack Tatar, le terme crypto-monnaie, il est beaucoup trop réducteur. En fait, il ne décrit qu'une toute petite partie de l'innovation qui se joue dans cet écosystème. Du coup, ça nous amène à une question très simple, mais absolument essentielle. Si ce ne sont pas toutes des monnaies, alors, qu'est-ce que c'est? C'est la première clé pour enfin commencer à y voir plus clair. Allez, c'est parti. Pour s'y retrouver, il nous faut une carte, un plan qui va bien au-delà de ce simple mot un peu fourre-tout de crypto-monnaie. Et la voici, cette fameuse carte. L'idée, c'est de penser en trois grandes catégories. D'abord, on a les crypto-monnaies. Ça, c'est l'argent numérique, une réserve de valeur. L'exemple parfait, c'est le Bitcoin. Ensuite, il y a les crypto-commodités. Pensez-y comme une matière première, un carburant numérique. L'Ether, par exemple, c'est l'essence qui fait tourner l'ordinateur mondial qu'Ethereum. Et enfin, on trouve les crypto-tokens. Eux, c'est comme des tickets d'entrée ou des jetons pour une machine d'arcade. Ils donnent accès à un service numérique spécifique. Pour résumer, de l'argent, une matière première et un service, ça change déjà la perspective, non? Bon, maintenant qu'on a un vocabulaire un peu plus précis, la grande question c'est comment on évalue la valeur de ces actifs? Et la réponse, aussi surprenante que ça puisse paraître, elle nous vient d'une légende de Wall Street. Je vous présente Benjamin Graham. C'est tout simplement le père de l'investissement dans la valeur. Et c'était le mentor de Warren Buffett, rien que ça. Ces principes, qui datent de près d'un siècle, ils sont d'une pertinence folle aujourd'hui. C'est une véritable boussole pour naviguer dans la volatilité des marchés crypto. L'idée centrale de Graham, elle est géniale. Il dit, en gros, qu'une action, ce n'est pas juste un symbole qui clignote sur un écran. Non, c'est une petite part d'une vraie entreprise avec une valeur sous-jacente. Et si on applique ça aux cryptos, ça donne quoi? Ça veut dire qu'un cryptoactif, ce n'est pas juste un prix qui fait le yo-yo, c'est une participation à un écosystème numérique qui a sa propre valeur, indépendamment de l'humeur du marché. Et ça nous amène à son concept le plus célèbre, la marge de sécurité. L'idée est toute simple, mais super puissante. Ne jamais, jamais surpayer un actif. C'est un matelas de sécurité en quelque sorte, un coussin qui nous protège si on s'est trompé dans notre analyse. Parce que, soyons honnêtes, personne n'a de boule de cristal. Ok, passons à la pratique. Concrètement, comment on applique cette fameuse marge de sécurité? Eh bien, tout commence par l'analyse du document de base de n'importe quel projet crypto, son livre blanc qu'on appelle aussi le white paper. Et pour ça, voici une checklist en 5 questions, un vrai détecteur de baratin. D'abord, le projet a-t-il vraiment besoin d'une blockchain? Deuxièmement, l'équipe derrière, c'est qui? Est-elle compétente et engagée? Troisièmement, le code est-il public, open source? Peut-on vérifier ce qu'il y a sous le capot? Quatrièmement, la distribution des jetons est-elle équitable? Et enfin, cinquièmement, est-ce que le discours est clair ou est-ce que c'est plein de jargon pour noyer le poisson? Rien que de répondre à ça, ça permet de faire un sacré tri. Analyser un projet, c'est une chose. Mais pour Graham, le plus grand combat, le vrai défi, il n'est pas sur le marché. Non, il est à l'intérieur de nous. Notre propre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Pour illustrer ça, Graham a inventé un personnage génial, Monsieur le marché. Imaginez que le marché, c'est votre partenaire en affaires. Sauf que ce partenaire est complètement bipolaire. Il y a des jours, il est euphorique et il veut vous racheter vos actifs à des prix délirants. Et le lendemain, il est au fond du trou et il est prêt à vous brader les mêmes actifs pour 3 fois rien. Et c'est là que tout se joue. L'investisseur intelligent, lui, reste réaliste. Il ne se laisse pas contaminer par les humeurs de son partenaire. Au contraire, il en profite. Il achète quand Monsieur le marché est en pleine déprime et il vend quand il est euphorique. Il se concentre sur la valeur réelle. Tout le contraire de la foule qui cède au FOMO, cette fameuse peur de rater le train, et vend tout en panique à la première secousse. Et cette citation de Graham, elle résume parfaitement l'idée. Le secret du succès en finance, ce n'est pas une question de QI. C'est une question de tempérament, de caractère. C'est notre capacité à rester discipliné et patient, surtout quand tout le monde autour de nous perd la tête. D'accord, mais concrètement, comment on met tout ça en musique? Comment on assemble ces principes pour se construire une approche d'investissement qui soit vraiment solide? Alors, premier point, et Graham est super strict là-dessus, il faut absolument séparer l'investissement de la spéculation. Il conseille de mettre l'argent pour la spéculation, ce qu'il appelle l'argent fou, sur un compte à part. Et ce compte ne doit jamais dépasser 10% du capital total. Et dans un portefeuille bien construit, voilà à quoi ça pouvait ressembler. On voit qu'une petite partie, disons 5%, peut être allouée aux cryptoactifs. L'intérêt, c'est que les cryptos ne réagissent pas toujours de la même manière que les autres actifs. Elles peuvent donc aider à réduire la volatilité globale du portefeuille, tout en allant chercher un peu de performance. Pour résumer, les piliers d'un portefeuille sain, c'est quoi?
Premièrement, la diversification, pour ne pas tout miser sur le même cheval. Deuxièmement, le rééquilibrage. De temps en temps, on revient aux allocations de départ pour garder le cap. Troisièmement, on fixe des limites claires à la spéculation. Et quatrièmement, on vise à avoir un certain nombre de positions différentes, entre 10 et 30, pour bien répartir le risque. Et pour finir, une dernière pépite de Graham. On n'a ni raison ni tort parce que la foule est en désaccord avec nous. On a raison parce que nos données et notre raisonnement sont justes. C'est vraiment un appel à penser par soi-même, à ne pas suivre bêtement le troupeau. Parce qu'au final, dans ce monde ultra volatile, le plus grand risque, ce n'est pas le marché. Le plus grand risque, c'est soi-même. Et la vraie question à se poser, c'est donc celle-ci. Suis-je un investisseur